Bonsoir à tous, il est 19 h et comme tous les soirs à cette heure, la Sénactu, votre rendez-vous incontournable pour décortiquer autrement l'actualité de Nouvelle-Aquitaine sur NATV. Au programme ce soir, il y aura les actus incontournables du jour. Il y aura également les questions de vos députés du côté de l'Assemblée nationale comme chaque mercredi dans Actu. Et puis le journal des sports avec la colère des supporters du CA Brive-Corrèze, mais également le point sur le Tour de France en Gironde avec de nouvelles informations concernant le tracé 2023. Nactu, c'est parti. Et on débute ce Nactu avec les incontournables du jour. En Charente-Maritime, tout d'abord, la gendarmerie de Saujon lance un appel à témoins pour retrouver un habitant de Royan. Vous allez le voir avec cet appel à témoins de la gendarmerie pour disparition inquiétante. L'homme n'a plus donné de nouvelles depuis le 11 novembre dernier. Il est parti à bord de son bateau de plaisance, un bateau qui a été retrouvé échoué au large de l'île d'Oléron. Vous avez la description qui apparaît à l'écran. C'est un homme de type caucasien d'1,86 m environ, mince avec les cheveux poivre et sel. Il portait une veste polaire kaki ou grise, un pantalon bleu marine, des chaussettes noires avec insert blanc. Si vous avez évidemment la moindre information, vous contactez les enquêteurs au 05 46 02 80 17 ou alors vous envoyez un message à l'adresse mail suivante bta.saujon@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. L'autre information du jour, c'est malheureusement le Covid qui repart de plus belle et notamment dans la région. 49 000 nouveaux cas déclarés en une semaine sur le territoire français. La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions les plus touchées par ce rebond épidémique qui s'accompagne d'une épidémie de bronchiolite. La Première ministre Elisabeth Borne est intervenue hier à l'Assemblée nationale pour rappeler l'importance des gestes barrières. On écoute Elisabeth Borne, la Première ministre. Le président Marc Angeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, la nouvelle vague est là et elle n'est pas seule. Avec 48 000 nouveaux cas de Covid-19 cette semaine, l'épidémie de bronchiolite qui se répand sur tout le territoire et le démarrage précoce de celle de grippe. Les indicateurs sanitaires sont au rouge. Les passages aux urgences et hospitalisations pour bronchiolite atteignent ainsi un niveau inédit depuis 10 ans, ce qui suscite l'inquiétude légitime de nombreux parents. Ces chiffres laissent entrevoir une hausse des hospitalisations pendant la période de Noël qui arrive à grands pas, déjà particulièrement tendue pour nos services de soins. Nous vivons en parallèle une situation dramatique sur notre territoire, des services d'urgence qui ferment, des départs à la retraite, des postes vacants. Des milliers de Français n'arrivent plus à avoir accès à des soins près de chez eux, entretenant une spirale de saturation dont nous peinons à sortir. Ce n'est pas la première période de forte tension. En juillet dernier, Monsieur le ministre de la Santé avait pris le sujet à bras-le-corps en déclinant de nombreuses mesures pour répondre à la saturation de nos services d'urgence. Face à la crise pédiatrique dont nous parlions dans cet hémicycle il y a encore quelques semaines, certaines de ces mesures ont été reprises en plus du déblocage d'une enveloppe dédiée. Le gouvernement a par ailleurs annoncé la semaine passée l'investissement de plus de 500 millions d'euros supplémentaires afin de permettre une prise en charge optimale des malades dès cette année dans les établissements de santé. Nous saluons ce choix, marqueur d'un engagement continu pour l'hôpital. Madame la Première ministre, face à cette nouvelle donne critique, pourriez-vous indiquer à la représentation nationale quelles sont les mesures que le gouvernement compte mettre en œuvre pour faire face à cette situation et permettre à nos concitoyens de passer leur fête de fin d'année le plus sereinement possible? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marcangeli. Vous avez raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme, car aujourd'hui l'épidémie de Covid repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès du Covid la semaine passée. Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore. Et si je fais ce rappel aujourd'hui, c'est parce que notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire. Car à la reprise du Covid,
s'ajoute une épidémie de bronchiolite, la plus élevée des 10 dernières années, qui provoque des tensions, notamment sur nos services pédiatriques. S'ajoute également une épidémie de grippe saisonnière, particulièrement virulente cette année, avec 5 régions en phase préépidémique et des premiers effets sur notre hôpital. Des mesures ont été prises, notamment le déclenchement du plan Orsan, pour mobiliser l'ensemble des personnels et accroître les capacités de prise en charge, ainsi que la mobilisation par les ARS et les préfets pour coordonner l'ensemble des acteurs de terrain. Face à cette situation, je veux une nouvelle fois rendre hommage au travail exceptionnel de nos soignants. Ils se battent pour les malades, ils se battent contre l'épidémie, leur engagement est exceptionnel. Alors notre devoir, c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau. Aider nos soignants ensuite, c'est la vaccination. La vaccination contre la grippe qui peut être déterminante et qui est malheureusement très basse cette année. Et la vaccination contre le Covid dont nous savons avec certitude qu'elle sauve des vies. Depuis octobre, une campagne de vaccination, de rappel de vaccins a été lancée pour les personnes de plus de 60 ans, les personnes fragiles et bien sûr les soignants. Seuls 10% de la population cible ont effectué leur rappel. C'est bien trop peu. Alors je le redis aux Français concernés, vaccinez-vous, cela vous protège, cela protège notre hôpital. Enfin, mesdames et messieurs les députés, aider nos soignants, c'est défendre la science, défendre notre système de santé et ne pas prendre des décisions qui les mettraient en danger. Avec la majorité, j'assume de défendre notre système de soins. J'assume de refuser de faire passer les manœuvres politiques avant la science. J'assume de ne pas soutenir des mesures purement démagogiques que l'écrasante majorité des soignants nous demande de rejeter. J'ai entendu ces derniers jours des propos terrifiants sur les vaccins. Certains confinent à l'obscurantisme. Et je ne pensais pas, dans cet hémicycle, dans le pays de Pasteur, dire que l'on a confiance dans la parole de nos scientifiques et dans l'efficacité de nos vaccins prêterait à des débats aussi vifs. Mais vos hurlements ne nous feront pas reculer, nous assumons, nous ferons toujours le choix de la responsabilité, toujours le choix de la science, nous serons toujours aux côtés des soignants et des malades. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était l'intervention de la Première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale hier pour rappeler l'importance des gestes barrières à l'approche des fêtes de fin d'année. Si vous avez prévu ce week-end de prendre le train, votre week-end s'annonce compliqué puisque le trafic SNCF sera fortement perturbé à partir de vendredi. Un mouvement social qui va démarrer donc vendredi jusqu'à dimanche sur les lignes TGV et Intercités. Des perturbations qui concerneront principalement les trains longue distance avec 4 TGV Intercités sur 10. Dans le détail, SNCF Voyageurs prévoit un train sur 2 seulement sur le TGV Nord, 1 sur 3 TGV Est, 1 sur 4 nous concernant avec le TGV Atlantique ou encore 1 sur 4 sur les Ouigo et 1 Intercité sur 2 de vendredi à dimanche. La reprise progressive du trafic sera prévue lundi matin. Bon courage à tous pour ceux qui avaient prévu de prendre le train ce week-end. Les viticulteurs montent au créneau. Le collectif de viticulteurs de Gironde appelle à manifester le mardi 6 décembre prochain. Ce sera à Bordeaux, une manifestation dans le cadre de la prime à l'arrachage. Vous le voyez à l'écran, une manifestation qui va se dérouler place des Quinconces à Bordeaux. Le collectif demande notamment un plan social et réclame l'arrachage primé à 10 000 € l'hectare. Cela permettra d'aller acheter des vignes qualitatives. Le buzz du jour nous vient quant à lui de la Haute-Vienne avec cette information incroyable dont tous les médias parlent
En ce jour, un chauffeur de car scolaire qui avait l'habitude de déposer des collégiens devant chez eux pour des raisons de sécurité a été licencié. C'est dans le secteur de Billange, au nord-est de Limoges, que le chauffeur de car scolaire vient d'être licencié pour faute grave. Son tort est bien d'avoir déposé certains enfants devant leur domicile et non à l'arrêt de bus prévu, et ce pour des raisons de sécurité. Il a donc pratiqué ce qui s'appelle des arrêts sauvages différents de ceux prévus sur le parcours mis en place par la région. Une affaire dont tout le monde a parlé aujourd'hui. On referme cette première partie de N'Actu avec deux infos culture, là aussi, qui vont faire parler. La première concerne Alexandre Astier, le comédien qui a été choisi pour être le prochain président du Festival de la BD d'Angoulême, le réalisateur de la série Kaamelott, qui sera le président du grand jury pour la 50e édition du festival qui aura lieu. Prenez rendez-vous du 26 au 29 janvier prochain. Et puis une annonce qui va ravir les fans de musique, elle concerne The Weeknd, qui a annoncé ses dates de concert en Europe et en Amérique latine. L'artiste canadien qui fait un carton se produira à Bordeaux le mardi 1er août 2023. Ce sera dans l'enceinte du Matmut Atlantique le mardi 1er août 2023. C'est la fin de la première partie de N'Actu. On se retrouve dans un instant avec la deuxième partie consacrée aux questions des députés de la région Nouvelle-Aquitaine du côté de l'Assemblée nationale. Et puis il y aura également le zapping sport avec la colère des supporters brivistes qui monte. Brive dernier, on le rappelle, de top 14. Et puis il y aura également une info concernant le Tour de France 2023 puisqu'il y avait une réunion avec la préfecture de la Gironde et on en sait plus sur le tracé en terre girondine. On retrouvera notre journaliste spécialiste du cyclisme Victor Pérez-Boucheron. Ne bougez pas, N'Actu revient dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. En cette fin d'année, il y a deux types de joueuses. Celles qui profitent des plus belles plages du monde pour se reposer au soleil, et il y a celles qui charbonnent, qui s'entraînent dur, qui transpirent et qui continuent de jouer dans l'espoir de valider leur ticket pour l'Open d'Australie. Le Palais des Sports de Beaublanc, lui, ne s'arrête jamais et délaisse le temps d'un instant la grosse balle orange pour la petite balle jaune. À l'occasion de la 16e édition de l'Open BLS de Limoges, NATV monte au filet et vous propose de vivre ce tournoi sur notre antenne. Qui succédera à la Belge Alison Van Uytvanck? Les Françaises Alizé Cornet et Kiki Mladenovic vont-elles briller dans un tournoi qui échappe au clan France depuis Caroline Garcia en 2015? Sofia Kenin peut-elle revenir à son meilleur niveau? Réponse à toutes ces questions du 15 au 17 décembre et c'est seulement sur NATV. De retour dans N'Actu, comme tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 20h sur NATV. Pour ceux qui ne connaissent pas N'Actu, c'est tout simplement l'émission référence pour décortiquer autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme tous les mercredis, on s'intéresse aux questions des députés de la région du côté de l'Assemblée nationale, les députés qui interpellent régulièrement le gouvernement. Et le premier d'entre eux, c'est Alain David, député de la 4e circonscription de Gironde, qui a interpellé Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie. Une question qui concerne Sanofi. Vous le savez, Sanofi a son siège en Nouvelle-Aquitaine et ça concerne le maintien de l'emploi et les mesures sociales chez Sanofi. On écoute tout de suite cet échange entre Roland Lescure, le ministre, et Alain David, le député de la Gironde. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alain David pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, un mouvement de grève d'ampleur touche plusieurs sites de l'entreprise Sanofi, dont celui d'Ambarès, près de Bordeaux, et de Val-de-Reuil. Ce mouvement de grève a été reconduit au sein des sites Sanofi, dont une partie des personnels réclame toujours des revalorisations salariales ainsi que la titularisation des 2/3 des contrats précaires. En 10 ans, Sanofi a perçu plus d'1 milliard d'euros d'aide publique de l'État via le CIR et le CICE. Ce sujet est donc au carrefour de plusieurs problématiques préoccupantes. La pénurie de certains médicaments, d'une part, et les superprofits et logiques financières, d'autre part. Sanofi est en effet entré dans une logique financière malsaine au lieu de se concentrer sur son métier de recherche et de production de médicaments. Elle avait déjà choqué en poursuivant ses licenciements
alors qu'elle réalise des profits importants. À l'été 2022, c'était l'annonce de fermeture du site de recherche et développement de Chilly-Mazarin, avec ses 1600 emplois. Avant cela, en 2020, il y a eu la fermeture du site de Vitry-Alfortville, spécialisé dans les biotechniques, dans les biotechnologies, dans la bioproduction et la sécurité des médicaments. De la même manière, pendant cette crise sanitaire, des grands espoirs avaient été placés avant d'être cruellement déçus dans la capacité de l'entreprise de produire un vaccin viable. Ma question sera donc simple. Quelle contrepartie le gouvernement entend exiger de l'entreprise Sanofi en matière de maintien de l'emploi, de juste répartition des profits envers les salariés et d'investissement dans la recherche et la production des médicaments dont notre pays a cruellement besoin? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Alain David, vous m'interrogez sur un conflit qui affecte aujourd'hui une partie de l'entreprise Sanofi, y compris, vous l'avez dit dans votre circonscription, au sujet des salaires. Donc je voudrais commencer par rappeler à l'Assemblée nationale une étude qui a été publiée aujourd'hui et qui a été mentionnée par les Échos, qui dit que la France est le meilleur élève du pouvoir d'achat en Europe. Entre 2019 et 2022, le pouvoir d'achat en France, mesdames et messieurs les parlementaires, il a augmenté d'1,5%, alors qu'il stagnait en Allemagne et qu'il baissait en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Cela pour vous rappeler que grâce aux mesures notamment ayant été votées par cette majorité, l'inflation est aujourd'hui plus faible en France qu'elle est nulle part ailleurs en Europe. Et grâce aux efforts des entreprises qui ont continué à créer de l'emploi, le pouvoir d'achat des salariés français a progressé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter là? La réponse est évidemment non. Et moi j'engage, comme le gouvernement dans son ensemble, les chefs d'entreprise à se saisir des outils qui là encore ont été votés par cette majorité. Je vous rappelle que cette majorité cet été a voté le triplement de la prime de partage de la valeur, dont en quelques mois, plus de 730 000 salariés, j'y viens, ont bénéficié. L'intéressement à la participation, là encore voté par cette majorité, c'est 60% de bénéficiaires en plus. Et pour les salaires, Monsieur Peu, puisque vous me relancez là-dessus, vous le savez, même si je ne souhaite en aucun cas m'immiscer dans des négociations salariales particulières, vous le savez, Monsieur le député, Sanofi a proposé une hausse des rémunérations pour l'ensemble des salariés en 2023 de plus de 7%. Une partie en salaire, une partie en prime, justement, votée par cette majorité. J'engage les partis de Sanofi à poursuivre cette négociation, dont j'espère effectivement qu'elle sera conclusive. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Deuxième député de la région Nouvelle-Aquitaine à être monté au perchoir du côté de l'Assemblée nationale, c'est Damien Maudet, député La France Insoumise de la première circonscription de Haute-Vienne. Ce dernier qui a interpellé là encore Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'Industrie, cette fois sur le sujet de la pénurie de médicaments. La parole est à Monsieur Damien Maudet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, François Braun. En France, peut-on soigner encore nos enfants? S'il faut consulter un pédiatre, impossible, il n'y en a plus. S'il faut aller aux urgences, impossible, il n'y a plus de place. Maintenant, même pour soigner une angine, impossible, il n'y a plus de médicaments. Pourtant, en mars 2020, le président Macron promettait. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner est une folie. 2 ans après ces belles paroles, sur nos médicaments, où en sommes-nous? À Limoges comme ailleurs, les pharmaciens le disent. Si on a sur la même ordonnance amoxicilline, Doliprane en sachet, on ne peut rien donner. En vérité, sous votre gouvernement, la situation ne fait que se dégrader. On est passé de 400 en 2016 à 2200 pénuries de médicaments en 2021. La vérité, Monsieur le ministre, c'est que 2 ans après les promesses, notre pays est à poil. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des molécules pour faire ces médicaments sont produites en Chine et en Inde. La vérité, c'est que les productions s'arrêtent parce que les multinationales jugent ces médicaments peu rentables. La vérité, c'est qu'après avoir regardé partir ces mêmes multinationales, vous les gavez d'argent public en espérant les faire revenir. Plus de médecins, plus de soignants et maintenant plus de médicaments. Monsieur le ministre,
Quand allez-vous reprendre la main pour nos vies, pour notre industrie? Comme le disait Emmanuel Macron, la logique que vous perpétuez est une folie. Dans la 7e puissance mondiale, comment se fait-il qu'on ne soit plus capable de produire une simple boîte d'amoxicilline comme celle-ci? Dans la 7e puissance mondiale, nous avons besoin d'un ministre de la Santé, pas des pénuries. Je vous remercie. Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. À chacun que nous n'avons pas le droit de brandir des objets dans l'hémicycle et vous le savez très bien, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Maudet. Vous avez souhaité dans votre question inquiéter les Françaises et les Français, ça ne me surprend pas. C'est votre fonds de commerce. Et donc je voudrais commencer ma réponse par les rassurer. Aujourd'hui, nos concitoyens qui se voient prescrire du paracétamol ou de l'amoxicilline se voient délivrer du paracétamol ou de l'amoxicilline, qu'ils en soient rassurés. Pour autant, existe-t-il des tensions sur le marché? La réponse est oui. Parce que dans le monde entier, depuis 4 ans, la consommation de médicaments a été extrêmement volatile et on sait tous et toutes pourquoi. Le gouvernement a réagi très vite à ces situations de tension qui se sont fait jour. En grande partie d'ailleurs parce que nous disposons d'un dispositif d'alerte, TrustMed, unique en France, qui nous a permis d'être alertés très tôt. Dès le mois de juillet 2022, nous avons contingenté les stocks au niveau des industriels pour distribuer équitablement les pharmacies sur le territoire. Depuis octobre 2022, les grossistes répartiteurs ne peuvent plus exporter des médicaments en question. Et nous avons augmenté la production de paracétamol en France avec des usines qui tournent aujourd'hui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons distribué en officine, nous sommes assurés que la distribution en officine serait calée sur le besoin médical. Nous travaillons en cours pour améliorer l'usage des antibiotiques, pour reprendre un slogan célèbre, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour autant, nous sommes d'accord avec vous sur un point, nous devons renforcer la souveraineté industrielle française et contrairement à vous qui invectivez, nous agissons. Vous le savez, nous avons annoncé la réinstallation de la production de principes actifs en Isère, non loin de Grenoble, par l'entreprise Séquence. Ce projet est en cours et on devrait avoir des premières livraisons en 2025. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Maudet. En vérité, aujourd'hui, c'est vous qui inquiétez les Français parce que vous leur promettez de continuer comme avant. Si vous prévoyez de relocaliser une partie de la production, c'est à peine 5% de tous les médicaments essentiels. Il nous faudra donc 200 ans pour relocaliser tous les médicaments essentiels à ce rythme-là. La parole. C'était l'échange concernant la pénurie de médicaments entre Damien Maudet, député de Nouvelle-Aquitaine, et Roland Lescure, le ministre en charge de l'Industrie. Le troisième et dernier député à être intervenu à l'Assemblée nationale mardi, c'est Francis Dubois, député de la première circonscription de Corrèze. Le Corrézien qui s'est adressé à Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge des PME et du commerce. Il a évoqué la colère des artisans bouchers. On l'écoute. Alors, la parole est à monsieur Francis Dubois pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, comme vous devez le savoir, un rassemblement historique se tient à proximité de l'Assemblée nationale, organisé à l'initiative des artisans, bouchers, charcutiers. Ils sont venus de la France entière pour manifester leur désarroi. Ces artisans n'ont pourtant pas la culture de la manifestation. Cela fait 20 ans que la profession n'a pas manifesté depuis la crise de la vache folle. En effet, ils subissent de plein fouet l'explosion des prix de l'énergie, si bien que les 80 000 femmes et hommes du secteur alertent aujourd'hui sur la gravité de la situation. Le gouvernement n'a pas saisi l'ampleur des difficultés de la profession. Les conséquences économiques et sociales imposées par cette crise énergétique sont dramatiques. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans les semaines qui viennent, nous assisterons collectivement à la mort de nombreuses entreprises. Les dispositifs actuels ne répondent pas aux réalités de terrain. 40% des entreprises se trouvent dans une véritable zone blanche et ne peuvent bénéficier du bouclier tarifaire.
De plus, la mesure de l'amortisseur électrique prévue pour 2023 pour les non éligibles est plus qu'insuffisante. Aujourd'hui, la tarification est en hausse de près de 400%. Vos mesures pour la période d'octobre à décembre ne couvriront ainsi que 20 à 30% de l'augmentation. Elles sont donc inadaptées et inefficaces. Pour ces artisans, les augmentations du prix de l'électricité viennent réduire drastiquement leurs résultats, leur rémunération, leur capacité à rembourser les emprunts. Qui plus est, dans un contexte où les prix des matières premières ont augmenté de 12%, sans compter les difficultés de recrutement au sein de la filière, et ce malgré une revalorisation des salaires de plus de 7%, c'est une profession à bout de souffle et en danger qui manifeste aujourd'hui. Pouvez-vous donc, Monsieur le ministre, vous engager à prendre des mesures réellement efficaces pour protéger nos artisans et TPE, maillons forts du lien social, notamment en zone rurale? Merci beaucoup. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Dubois, face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement agit et continuera d'agir. Premièrement, nous avons un bouclier tarifaire qui couvre au moment où je vous parle la moitié de nos TPE au prix du bouclier tarifaire. Nous avons, il y a une dizaine de jours, rouvert sur impôts.gouv.fr le dispositif, le guichet qui permet à nos artisans, boulangers, bouchers et bien d'autres, d'être aidés avec un RIB en main et 2 factures d'énergie sur 2022 à partir du moment où ça représente 3% de leur chiffre d'affaires 2021. Et à compter du 1er janvier 2023, plus simple, ça n'est pas possible, il n'y aura rien à faire pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, mesdames, messieurs les parlementaires, qui se fera à 50% de la part énergie de nos artisans, bouchers, boulangers. Monsieur Dubois, vous avez posé votre question avec un vrai engagement et un sens des responsabilités à l'endroit des artisans. Je veux vous dire que vendredi encore, j'étais avec les boulangers. Demain, je serai avec les bouchers. Je ne suis pas du genre à me défiler et Bruno Le Maire non plus. Nous avons leurs factures en main. Nous sommes en train de regarder sur des multiples cas, très concrètement, s'il faut peut-être adapter le dispositif. Vous avez dit, Monsieur Dubois, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je veux vous dire, Monsieur Dubois, que le gouvernement les prendra et qu'il accompagnera nos artisans et que s'il faut faire un peu plus, nous le ferons. Mais de grâce, avant de dire il faut faire plus, et je sais que vous êtes de bonne foi, éprouvons déjà les dispositifs mis en œuvre, testons déjà ce qui est mis en place. Il y a 10 milliards d'euros sur la table aujourd'hui. Nous avons toujours pris nos responsabilités. S'il faut plus, nous ferons plus, mais essayons déjà d'obtenir les aides en place. Impôts.gouv.fr. Et si, contrairement à d'autres, vous êtes ici pour accompagner les artisans, donnez-leur ces informations. Dites-moi si ça ne suffit pas et nous ferons plus. Je vous remercie. Madame la ministre. C'était l'échange entre Francis Dubois, député de la première circonscription de Corrèze, et Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME. Dans un instant, nous sommes de retour dans N'Actu. On va notamment parler sport avec pas mal d'actu puisque les supporters du CA Brive Corrèze sont très en colère. Les supporters qui en ont marre d'être derniers du top 14, qui réclament des changements, qui lancent en ligne une pétition. Et puis on parlera du Tour de France 2023 qui, vous le savez, va s'arrêter en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Gironde. On a plus d'informations sur le tracé. On évoquera tout cela avec notre spécialiste vélo, Victor Pérez-Boucheron. Ne bougez pas, N'Actu. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour pour la toute dernière partie de l'émission Nactu tous les soirs 19h-20h du lundi au vendredi sur NATV pour décortiquer autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine et on va parler sport tout de suite dans Nactu, c'est le zapping. Le zapping sport dans Nactu, ce sont les actus sportives immanquables de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans l'actu sport, il y a la colère qui monte chez les supporters du CA Brive-Corrèze. On le rappelle, Brive, bon dernier du top 14 et face aux résultats catastrophiques, eh bien, les supporters ont décidé de lancer une pétition en ligne. Ils démolissent totalement la direction sur sa gestion du club. Les mots sont forts. Ce club, c'est la Corée du Nord, dixit cette lettre ouverte qui s'accompagne d'une pétition qui a réuni plus de 1000 signataires déjà en ce mercredi. Pour rappel, Brive, dernier de top 14, se déplacera samedi sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. Un match compliqué pour les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine qui souffrent depuis le début de saison. Bordeaux vient de perdre sur la pelouse de Perpignan et son entraîneur Christophe Furios n'est déjà plus là. On en reparlera évidemment de ce match entre Bordeaux et Brive dans le Nasport Show. Et puis l'actu sport du jour, c'est également le cyclisme et notamment le Tour de France 2023 qui se précise. On va en parler tout de suite avec le spécialiste vélo de la rédaction du groupe Namédia, c'est Victor Pérez-Boucheron qui m'accompagne en studio. Salut Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, une réunion s'est tenue avec la préfecture de Gironde hier et les habitants du 33 en savent désormais un peu plus sur la venue de la Grande Boucle. Et oui, c'est officiel, c'est tombé il y a quelques heures. Benjamin, la Grande Boucle, le Tour de France, la plus grande course du monde, donc passera par le sud Gironde en juillet prochain. Tout reste encore à préciser et à écrire par Thierry Gouvenou, le monsieur parcours chez ASO. Mais effectivement, durant cette 7e étape reliant Mont-de-Marsan à Bordeaux, les coureurs passeront par Oros, où la Grande Boucle n'était plus passée depuis 1976. On en sait un peu plus également sur d'autres villages
concernés. J'ai notamment vu beaucoup sur les réseaux sociaux de réactions d'habitants de Cadillac où apparemment il y a énormément de fans du Tour de France. Effectivement, on va revenir sur cette 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Donc ils arriveront depuis Grignols et emprunteront la D10 jusqu'à Langon. Ils traverseront ensuite la Garonne sur le pont de Saint-Macaire en direction de Bordeaux. Ils prendront ensuite la route de Saint-Mexan pour rejoindre Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac et Béguet. Arrivés à la côte de Renon, ils devront zigzaguer entre les deux virages entre Béguet et Capian pour quelques kilomètres plus tard redescendre dans la commune de Langoiron. De là, ils partiront en direction des Cambres et près de Bordeaux. Donc le peloton traversera une nouvelle fois la Garonne pour rejoindre les Quinconces et donc la cité bordelaise. Et on rappelle que Bordeaux, ça faisait quand même un certain temps que la ville girondine n'avait pas accueilli le Tour de France. Plus de 13 ans et la victoire de Marc Cavendish qui, on l'espère, sera de nouveau en lice pour battre le record du cannibale Eddy Merckx. On en sait un peu plus d'ailleurs sur la situation contractuelle de Marc Cavendish. Effectivement, on avait eu passer sur les réseaux sociaux que Marc Cavendish serait dans les petits papiers de Jérôme Pinault de la BNB Vital Concept. Rien n'est encore acté. Le coureur originaire donc de l'île de Man, le missile de l'île de Man n'a pas encore d'équipe pour de contrat, en tout cas pour 2023. Patrick Lefebvre l'avait justement dit. Moi, il est hors de question que je continue de payer Marc Cavendish, le manager de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl. Et on rappelle que Marc Cavendish s'auto-paye, s'auto-finance avec ses sponsors. Il n'a pas besoin donc de financement de l'équipe, mais ça reste comme un gros budget, un gros coureur qu'il faut le manager. C'est comme Peter Sagan qui arrive chez Total Energy. Il est payé par la marque de vélo et son équipementier de lunettes. Il n'a pas besoin de salaire, mais ça reste quand même une grosse armada. Il arrive avec ses attachés de presse, ses coureurs et sa garde rapprochée. Donc il faut aussi un effectif, du staff et des personnes pour encadrer Marc Cavendish. Donc réunion, on l'a dit hier avec la préfecture de Gironde, ça va être le cas dans quasiment toutes les préfectures, Victor, et avec tous les maires concernés. On le sait, là, ça ne fait que commencer le travail pour toutes les maires des communes concernées. Ils étaient ravis lors de la présentation du tracé d'avoir été choisis, mais maintenant c'est le plus dur qui commence parce qu'il y a énormément, on le sait, de choses à prévoir pour la venue de la Grande Boucle. C'est vraiment un barnum. Ouais, justement, le maire de Saint-Léonard-de-Noblat qu'on avait rencontré au Palais des Congrès à Paris, l'étape Saint-Léonard-de-Noblat, Puy-de-Dôme, mythique Puy-de-Dôme au retour du Tour de France, vous avez confié justement, oui, c'est arrivé, mais la ligne de départ en fait et la ligne d'arrivée est encore très très loin. On fait juste que commencer cette course, ce marathon, ce sprint. Effectivement, là, on va arriver bientôt au mois de décembre, janvier. Ça va être calme, mais on va reprendre au mois de février, janvier-février, où c'est là où ASO va venir appeler, bon bah voilà, J- tant de jours avant l'échéance, et c'est là où il y a des réunions tous les jours. Il y a des personnes qui sont délégué spécialement au Tour de France, c'est Monsieur Tour de France dans une collectivité, et c'est cette personne-là qui est le référent donc de l'épreuve, mais effectivement, voilà, là, la ligne d'arrivée est encore très très loin, et effectivement, avant de voir la fête populaire du cyclisme en juillet prochain, il faut passer par des étapes un petit peu pénibles. Et il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux concernant ce Tour de France avec pas mal d'habitants de la Gironde qui réagissent. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur nos différents réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Nasport. On les relaiera à l'antenne. On a eu d'ailleurs une question sur nos réseaux sociaux d'Adrien concernant le sport et précisément la route du Rhum qui nous demandait, Victor, si on avait des nouvelles de ton bateau. Pour ceux qui ont suivi le journal du Rhum régulièrement dans Actu et dans le Nasport Show, apparemment, on l'a retrouvé du côté du Mexique, c'est ça? Vous n'êtes pas sympa, on a dit qu'on arrêtait avec la route du Rhum. Non, je suis au Panama. Je veux passer le canal du Panama, mais non, mais on a dit qu'on arrêtait la route du Rhum. Ça s'appelle un tour du monde, ça s'appelle oui, là, plus une route du Rhum. Je pars pas pour une transatlantique, mais pour un tour du monde. Alors, je vais pas le faire en 80 jours, peut-être en 125 jours, on verra. Mais non, on arrête avec la route du Rhum, on arrête avec Virtual Regatta. Effectivement, je suis très très loin. J'ai arrêté moi aussi de contrôler mon bateau. Je sais pas ce que j'ai fait, n'importe quoi. Alors, un message donc clair à tous nos auditeurs et notamment ceux nombreux qui ont suivi les aventures de Victor Pérez-Boucheron lors de la Route du Rhum 2022 et sur Virtual Regatta. Victor a totalement laissé tomber. Il n'est pas en mode Virtual Regatta. Il est en train de préparer, pour tout vous dire, plein de choses pour la fin d'année, notamment des reportages. Victor qui va aller à la rencontre de plein de personnages de Nouvelle-Aquitaine pour vous préparer des sujets en cette fin d'année. Merci beaucoup, Victor. Merci, Benjamin. Victor, que l'on retrouve régulièrement dans Actu et dans le Nasport Show. Actu, c'est désormais terminé. Cette émission disponible en replay sur la page YouTube de NatTV, évidemment, comme d'habitude. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Dans un instant, place à la rediffusion de l'émission de Actu consacrée intégralement à Movember, puisque vous le savez, c'est le dernier jour en ce mois de novembre, dernier jour avant d'entretenir sa moustache, avant de faire des dons sur le site de Movember.
l'heure est de lever les tabous concernant la santé masculine, le cancer de la prostate, le cancer des testicules ou encore la dépression et le suicide. Continuez d'aller sur le site de Movember jusqu'au dernier jour du mois, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV.